Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Comme chaque semaine, on se donne rendez-vous avec Sophie pour vous parler de nos découvertes ornithologiques des 7 derniers jours. Comment ça va, Sophie ? Eh ben écoute, plutôt bien. Il fait chaud encore par chez nous. On a très chaud. Mais sinon tout va bien. C'était effectivement une bonne journée aussi pour moi. Hein. J'ai eu l'occasion de me balader un peu. Pour tout Ouais. te dire, je sors de cours, voilà, parce que je trop donne bien. des cours d'ornithologie. On a parlé oiseaux du monde, on a parlé jardiniers et tout. Les gens, ils étaient en mode « Non, c'est possible ! Comment ?» Mais tout est possible avec les oiseaux. 2 fois plus d'espèces d'oiseaux que d'espèces de mammifères. Vous imaginez bien qu'il y a quand même une sacrée diversité. On n'imagine pas pour les insectes, du coup. 300 000 espèces. Et encore, ça c'est Bon, les peut-être- estimations basses. Ouais, effectivement. C'est pour ça que j'allais rajouter, voire peut-être plus. Tu vas Ouais. nous parler de quoi aujourd'hui, Sophie ? Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de cannibalisme. Ah ! Ouais, Ah bah dis donc, bonne ambiance. n'est-ce pas? Eh bah moi du coup je vais parler de cyclones et je vais parler d'un oiseau qui serait capable de prédire les années où les cyclones sont nombreux et les années où les cyclones ne le sont pas. Un devin? Voilà. Un oiseau devin? Un oiseau devin, mais on va essayer de comprendre pourquoi. Mais avant toute chose, je tiens à dire que je crois que ça fait 3 ou 4 émissions que je monte où je commence à parler en premier. Donc à toi l'honneur, Sophie, pour cet épisode. T'es sûr, hein? T'es vraiment sûr? Parce que Ah. là, on va commencer avec du cannibalisme quand même, hein? Ah ouais, mais on va terminer avec le sujet, le cannibalisme chez la maison charbonnière, du coup. Non. Pas du tout. Le cannibalisme chez la huppe. Alors, vous connaissez certainement la huppe faciée. Non. Si. Tu vois, là, je fais comme mes élèves, je fais... Comment est-ce possible ? Et ouais. Bah, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, c'est pas une publication qui est super récente, en fait. Je crois que ça date de 2022, si je ne m'abuse. Je vous mettrai les références de toute façon. C'est un article qui a été publié, oui, c'est ça, en 2022. C'est en open access, donc vous serez tout à fait libre de voir un petit peu ce qui se passe là-dedans. Publié dans Zoological Research et par une équipe assez cosmopolite, ma foi, qui du coup a étudié la huppe, Hupupa epops, pour ceux qui connaissent son petit nom scientifique, et a étudié la huppe dans un contexte très particulier, qui est le contexte du cannibalisme. Du cannibalisme entre frères et sœurs, pour faire encore pire. Ok. Eh ben, Ah oui. on rejoint le fou de Grant il y a quelques épisodes, du coup. Ah bah, exactement, mais on n'est pas très loin. Donc, alors, juste un petit truc rapidement, je sais pas si vous le saviez, mais la petite anecdote aussi, c'est que non seulement la huppe est cannibale, mais en plus elle sent pas terrible. C'est-à-dire que niveau odeur, lorsque la huppe fait un nid, vu qu'elle ne nettoie pas le nid, les parents ne nettoient jamais le nid, ils laissent les petits dans leur trou et littéralement les pattes dans les fientes. Du coup, les Anglais la surnomment le stink bird, donc l'oiseau qui pue. Voilà. Eh ben, ça On commence change bien. de la huppe qu'on a l'habitude de décrire, nous, dis donc. Et non, bah, c'est ça aussi, ça donne un contraste entre cet animal qui, il faut le dire, a quand même des couleurs qui sont absolument fantastiques avec cette huppe, d'où son nom, hein, sur la tête est quand même assez grande, mine de rien, comparé à sa taille. Avec des couleurs entre l'orangé, un peu de blanc, un peu de noir. Enfin, c'est quand même c'est un oiseau qui est assez coloré. Et alors, quand on dit que c'est un oiseau en fait qui sent vraiment pas bon, mais en plus qui est capable de manger ses frères et sœurs, tu te dis bon sang, l'habit fait pas le moine. Hein. Et alors, ce qui se passe, c'est que donc ces chercheurs sont allés étudier un phénomène assez particulier qui est finalement assez rare chez les oiseaux, hein, parce que le cannibalisme chez les oiseaux c'est pas si répandu que ça. Et ils sont allés voir la huppe parce que la huppe, eh ben, elle a aussi un truc encore plus particulier dont on va parler juste après. Mais je veux pas gâcher la surprise, à tout de suite. Donc, déjà pour commencer, les chercheurs sont allés voir plusieurs nids de plusieurs huppes
Ils ont commencé à compter les œufs dans ces nids, ils ont essayé de regarder un petit peu combien la femelle avait pondu d'œufs, et ils ont essayé de voir si, déjà en fonction de la quantité de nourriture que tu fournissais à la femelle, si tu supplémentais en nourriture, et ben la femelle pouvait pondre plus ou moins d'œufs. Bon, évidemment, l'hypothèse c'est que la femelle pond plus d'œufs s'il y a plus de nourriture, ce qui semble logique. Et effectivement, c'est ce qui Bien s'est sûr. passé. Hein, bon, ça arrive généralement chez la plupart des espèces d'oiseaux. Sauf que ce qui est intéressant derrière, c'est que la femelle a beau pondre plus d'œufs, ça veut pas dire pour autant qu'il va y avoir plus de petits qui vont atteindre l'âge adulte. Et pour une raison très simple, c'est que s'il y a plus d'œufs, en fait la femelle va littéralement nourrir les poussins les plus âgés avec les poussins les plus jeunes. Comment ça se passe? Eh ben en fait, lorsque la huppe pond des œufs, vous savez que du coup peut y avoir une couvée, généralement ça va tourner autour de 5-6 œufs pour la huppe, un peu plus de temps en temps, ça peut aller jusqu'à 8-9, mais en gros on a plus ou moins cette taille de couvée, et donc la huppe pond le premier œuf, sauf qu'elle va pondre les œufs à 1 ou 2 jours d'intervalle à peu près, sauf que la couvaison commence à la ponte du premier œuf, donc en fait le premier œuf, il est déjà plus âgé que les suivants. Donc il va éclore plus rapidement, donc il va grandir plus rapidement et va devenir plus adulte plus vite que ses frères et sœurs qui eux vont être plus petits, et donc ainsi de suite de un jour ou deux séparés entre les frères et sœurs. Et en fait les derniers sont vraiment très très petits, hein, vu que les oiseaux ça grandit très vite, donc comparé au premier, mettons qu'il y a eu 6 œufs, ça fait quand même au minimum 6 jours d'intervalle entre le premier et le dernier, et ben pour un oiseau qui grandit en quelques semaines, ça fait quand même beaucoup de temps finalement. Donc le petit est vraiment très petit comparé au plus grand. Et donc la huppe, lorsqu'elle a beaucoup de nourriture elle-même, et lorsqu'elle est capable du coup de produire beaucoup d'œufs, va se servir des petits comme réserve de nourriture. C'est un phénomène qui est très très rare chez les oiseaux. On ne connaît pas chez beaucoup d'espèces de mammifères non plus. Et c'est un... Au début, on pensait que c'était quelque chose d'assez anormal, on pensait que c'était pas quelque chose qui était très commun chez cet oiseau-là, mais en fait, si, c'est un comportement très très commun qui va juste dépendre de la taille de la nichée. Donc plus la nichée est grande, plus la huppe va nourrir ces oisillons avec les derniers de la couvée. Et pour vérifier ça, en fait, les chercheurs, ils ont fait une petite expérience comme ça, ils ont pris des nids de huppe. Dans certains nids de huppe, il y avait seulement 4 œufs, et dans d'autres, il y en avait 5, 6, voire un peu plus. Et donc les nids de huppe avec 4 œufs, ils les ont supplémentés avec d'autres œufs, d'autres nids de huppe. Et les nids de huppe qui en avaient beaucoup plus, ils ont retiré des œufs. Du coup, ils ont échangé un peu et ils ont regardé comment ça fonctionnait, avec évidemment des nids témoins auxquels ils n'ont pas touché. Et ils ont regardé un petit peu ce qui se passait avec ces œufs-là. Et donc dans les nids desquels on a retiré des œufs, du coup il en restait plus que 4, la huppe ne nourrissait pas ces petits avec les derniers de la couvée. Par contre dans les nids où on avait supplémenté en œufs, et du coup il y avait plus de petits que nécessaire, et là par contre elle utilisait les derniers nés pour nourrir les premiers. Donc c'est quelque chose qui est finalement assez... qui explique du coup pourquoi la couvée des petits de la huppe ne varie pas beaucoup en taille, même si la huppe est capable de pondre plus d'œufs, vu que c'est un cannibalisme qui finalement est assez commun. Et donc s'il y a plus d'œufs, ça veut juste dire qu'il y aura plus de nourriture pour les grands frères et grandes sœurs. C'est tout. Donc c'est assez intéressant. C'est très intéressant, et c'est quelque chose qui n'avait pas vraiment été décrit précédemment, parce que, comme je disais, c'est un phénomène qui est finalement assez rare dans le règne animal. Voilà. Mais est-ce que justement ce phénomène il est vraiment si rare, ou est-ce qu'on pourrait le retrouver plus fréquemment maintenant qu'on le connaît et qu'on peut l'étudier? Parce qu'on a des pontes d'oiseaux qui peuvent aller jusqu'à 8-10 individus, et à se demander si effectivement, comme ces oiseaux ne vont pas tous survivre, est-ce que condamner les plus jeunes ne serait pas finalement une meilleure idée pour faire en sorte que les premiers nés survivent?
Bah, en fait, Une on vraie a question qui se pose, non? Ah non, c'est une très bonne question, mais on a un autre phénomène qui est beaucoup plus courant chez les oiseaux, c'est effectivement, par exemple chez les aigles, souvent on n'en a qu'un seul qui survit. Mais ça veut pas dire que l'autre petit est nourri, sert de nourriture au premier en fait. Non, c'est jamais le cas, généralement c'est pas le cas. Le petit meurt, c'est tout, et les parents virent le cadavre. Et l'aîné, qui normalement est là, survit mais ne mange pas son frère ou sa sœur. Ça se passe pas comme ça. Donc généralement chez les oiseaux, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, les parents vont choisir un survivant, chez les aigles par exemple, mais ils vont pas utiliser l'autre comme source de nourriture. Alors que là, chez la huppe, c'est pas ce qui se passe, c'est carrément du cannibalisme là pour le coup. Et c'est la femelle elle-même qui va prendre le petit et qui va le mettre dans la bouche de ses grands frères ou grandes sœurs. Pour vous donner une idée. Hein. Ah si. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Voilà. Donc, mais non, mais c'est... Voilà. Moi, c'est pour ça que je disais, est-ce que t'es sûr que tu veux que je commence? Parce que... C'est terrifiant. De toute façon, fallait bien y passer à un moment donné. Hein. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que moi j'avais vu un documentaire, ça parlait d'aigles justement. Alors évidemment les documentaires c'est toujours un peu romancé ou autre, mais c'est quand même difficile de romancer ce genre de fait, où on voyait carrément donc deux aigles et donc il y avait un adulte, enfin pas un adulte mais un individu qui était plus âgé qu'un autre, et par manque de nourriture, eh bien le jeune de la couvée a été tué et ensuite été mangé par son frère. Donc c'est finalement des trucs qui sont très très rares du coup chez les aigles. Bah normalement c'est pas censé arriver. Ou alors c'est peut-être l'aiglon qui à un moment il a un petit creux et peut-être que du coup les parents sont pas arrivés assez rapidement pour le nourrir. Mais là pour le coup c'est pas les parents qui vont nourrir l'aiglon avec son frère ou sa sœur. C'est bon, il a décidé qu'il avait un creux, bah il va manger un petit peu. C'est un peu différent du coup. Alors que là c'est vraiment la mère qui prend le petit dernier là, encore vivant, aucun problème, et qui le met dans la bouche du plus grand. Quand je pense que je vais aller manger dans 15 minutes. Bon appétit. Merci. Non mais c'est... incroyable. Voilà. Mais après, pour les aigles, et là c'est un peu vrai pour les huppes aussi, il y a un autre phénomène qui rentre en jeu, et tu fais bien de le préciser, c'est que comme pour les aigles, les petits derniers servent aussi de population de sauvegarde en quelque sorte, c'est-à-dire que si jamais il y a un ou deux autres œufs qui n'éclosent pas, ou alors les petits sont morts-nés, ou bien ils ne survivent pas, et ben en fait les petits derniers vont servir de population de sauvegarde derrière pour le cas où il y aurait des petits qui manquent ou quoi. Donc ça peut servir aussi à ça, mais ça c'est seulement si ça se passe avant que les petits ne soient mangés, évidemment. Intéressant. Et comment ça se fait qu'on n'a pas vu ça depuis? Parce que la huppe, on la connaît quand même depuis longtemps, mine de rien. Bah, on la connaît. C'est un comportement qu'on devrait connaître. Ouais, mais c'est pas facile parce que le nid de la huppe, je sais pas si tu te souviens, mais en gros c'est un trou dans un tronc d'arbre généralement, et c'est assez profond, donc en fait tu vois pas grand chose dedans. C'est pas comme un petit passereau qui a un nid en coupe posé sur un arbre où là tu peux un peu voir ce qui se passe. Là, à moins de vraiment mettre des caméras dans le nid, tu verras pas grand chose. Incroyable. C'est peut-être pas une... Oui, c'est peut-être normal en fait qu'on n'en connaisse pas beaucoup. Et puis comme je disais, c'est un nid qui sent vraiment très fort. Alors d'ailleurs, on ne sait pas trop pourquoi le nid sent très fort et pourquoi les parents ne retirent pas les fientes du nid lorsque ça arrive. Parce que normalement, c'est ce que font tous parents plus ou moins conscients de la propreté de leur niché, mais pour les huppes, c'est pas le cas. Et il est supposé, parce que c'est une hypothèse encore une fois, que ce serait pour éloigner les prédateurs par l'odeur. Voilà, c'est un répulsif naturel. Les étourneaux font ça aussi d'ailleurs. Oui. Ce qui est très facile d'ailleurs de repérer un nid d'étourneaux. On voit juste une trace sur le mur, on fait « Ah, bon bah il y a un nid d'étourneaux ici ». Oui, oui. Par exemple. Mais ouais, c'est... Et puis les petits de la huppe n'ont pas non plus ce réflexe. En même temps, c'est un peu compliqué pour eux vu que le nid est souvent assez profond, mais ils n'ont pas non plus le réflexe de tous les autres petits qui est de se mettre au bord du nid lorsqu'ils vont faire leur fiente, qui fait que du coup, ça reste pas dans le nid. C'est pas le cas pour ces petits-là.
J'ai cru que t'allais dire les petits ont pas le réflexe de se barrer du nid avant de se faire bouffer. Ils peuvent pas trop. Cet âge-là, c'est compliqué. Ah là là, bah dis donc, la huppe là, elle a changé de dimension là. Puis surtout, on s'en rend pas compte parce que le bec de la huppe, je sais pas si vous le savez, mais c'est un bec tout fin, tout recourbé. Et on se dit que ça va pas manger ses frères et sœurs, c'est pas possible. Bah si, c'est tout à fait possible. Il y a tellement une grosse différence Terrible. de taille entre le premier et le dernier que aucun problème, ça rentre dans le bec, ça marche. Donc voilà, c'est la huppe comme vous ne l'aviez jamais vue. Et comme on aura l'occasion sans doute de découvrir d'autres oiseaux de cette manière-là aussi. Ah ben Hein, j'espère pas, mais bon. Moi j'ai trouvé l'article, il est pas tout récent vu que c'est quand même 2022, mais je l'ai trouvé intéressant. Et du coup je me suis dit que peut-être que ça vous intéresserait de découvrir cet oiseau une nouvelle fois sous un autre œil. Voilà. Bah tu parlais d'articles pas récents. Moi je vais, enfin pas récents de 2022 quand même, donc ça va. Oui. Moi je vais parler d'une étude de 2018. Voilà, qui est sortie dans Scientific Reports, qui a été écrite par Christopher Heckscher. J'espère que je prononce bien le nom. Il est tout seul à l'écriture de cette étude. Et il a réalisé une étude sur la grive fauve. Alors, qu'est-ce que c'est la grive fauve ? Vous prenez une grive musicienne, vous mélangez ça avec les couleurs de Rossignol Philomèle, et vous avez la grive fauve. Voilà, je pense qu'il n'y a pas meilleure description que ça. Ça va. Voilà. Donc la grive fauve, c'est un oiseau qu'on voit en Amérique du Nord, c'est un oiseau qu'on voit au Canada. Mais c'est un oiseau qui est connu pour migrer, notamment en Amérique du Sud, en Argentine, au Paraguay, au Pérou également. C'est un oiseau d'ailleurs qu'on peut retrouver aussi de manière sédentaire là-bas. Et c'est un oiseau qui a une petite particularité, et c'est pour ça qu'il a été étudié, c'est qu'il pourrait prédire l'intensité des saisons cycloniques. Alors, attention. Comment ça marche ? On a notre chercheur qui est allé récupérer des grives fauves dans l'état du Delaware. Donc là, on est dans l'est des États-Unis. Pour savoir si les oiseaux nichaient, finissaient leur période de nidification précocement ou pas, et donc se préparer plutôt à partir, puisque la saison des ouragans aux États-Unis, du moins en Atlantique Nord, elle se situe aux alentours des mois de grosso modo juin à septembre. Voilà. Donc si on prend la liste des cyclones qui ont eu lieu dans le Delaware, et je pensais que c'était une liste qui était assez... je pensais que c'était un état, le Delaware, qui n'était pas très représentatif du nombre d'ouragans. Je m'attendais à ce qu'on prenne des oiseaux de Floride, par exemple, ce qui est beaucoup plus représentatif. Mais on a eu quand même, depuis 1749, 108 cyclones tropicaux, ce qui est quand même beaucoup. Ah oui. Une répartition de ces cyclones qui a lieu entre juin et novembre, août à octobre étant la période la plus propice à la formation de ces ouragans. Donc, sachant cela, on a à peu près un très très bon indicateur de la présence cyclonique aux États-Unis, avec entre 2010 et 2020 une dizaine d'occurrences cycloniques qui ont eu lieu, donc ce qui est quand même beaucoup. C'est pas mal, le dernier ayant eu lieu en 2020. Alors l'étude, elle ne porte pas jusqu'à 2020, elle porte en réalité sur 20 ans, elle porte entre 1996 et 2016, et l'objectif, comme je l'ai dit précédemment, il était simple, c'était de savoir si les oiseaux y partaient plus précocement en migration en fonction de la saison cyclonique. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? C'est très simple, on a réalisé des recherches de nids et ensuite on a observé ces nids pendant 4 à 7 heures, 4 à 6 jours par semaine.
Et une fois ceci fait, eh ben, on a pris les comptes de quand est-ce qu'était terminée la période de nidification chez les griffes fauves. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une corrélation entre l'énergie cumulative des cyclones tropicaux et la période de migration de la griffe fauve, qui Ah ouais. était plus ou moins rapide en fonction du nombre d'ouragans et du nombre d'ouragans et de la violence de ceux-ci. Eh Alors j'ai ben. parlé d'énergie cumulative des cyclones tropicaux. Mhm. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. On a un indice qui, grosso modo, calcule la violence d'un ouragan. Et il s'avère que lors des périodes où cette énergie cumulative était faible, la migration de l'oiseau était beaucoup plus tardive, et donc l'oiseau terminait sa ponte beaucoup plus tardivement. Tandis que lorsque les périodes cycloniques commençaient beaucoup plus précocement et étaient beaucoup plus violentes, eh bien on avait un oiseau qui migrait plus tôt et qui terminait sa période de reproduction plus tôt. Ah bon? Alors comment c'est possible? On ne sait pas. Il y a néanmoins plusieurs explications. La première explication serait liée à un phénomène qu'on commence à connaître plutôt bien, qui s'appelle El Niño et La Niña. Ah oui. Forcément, vous en avez Mhm. entendu parler. Grosso modo, El Niño, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une période où il y a plus d'ouragans dans le Pacifique et moins d'ouragans dans l'Atlantique. Et La Niña, c'est l'inversement. Alors c'est un petit peu plus complexe que ça, puisque en réalité c'est un réchauffement des eaux de surface, donc on va avoir plusieurs choses qui vont se produire, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir d'où dans notre cas, c'est que pour El Niño, on a moins d'ouragans dans l'Atlantique Nord, et pour La Niña, on a plus d'ouragans dans l'Atlantique Nord. Et il s'avère que cela suit à peu près eh bien, le schéma des épisodes d'El Niño et de La Niña. C'est assez intéressant parce que cette année, on est en train de vivre une période de transition avec la fin de El Niño d'un côté et sans aucun doute le début de la Niña à la fin de l'année. Donc ce sont des phénomènes qui ont lieu généralement tous les 2 à 7 ans, qui n'ont pas forcément d'occurrence. C'est-à-dire qu'on peut avoir une période où on a El Niño et une période où on n'a rien. On n'a pas forcément El Niño qui succède à la Niña et la Niña qui succède à El Niño. On peut avoir des périodes de flottement comme ça. Donc on suppose que cet oiseau eh bien, est capable, entre guillemets, de prédire ces différentes périodes. Alors comment? Bah, on précise, par exemple, en raison des changements saisonniers, que les années pluvieuses donnent plus de fruits, donc forcément que l'oiseau eh bien, va avoir une période de migration qui va être beaucoup plus longue, étant donné que cet oiseau va partir dans le sud beaucoup plus longtemps et donc avoir beaucoup plus de fruits pour se nourrir. Voilà. Oui, oui. Mais on ne sait pas spécialement comment ça pourrait marcher et l'inverse comme on l'a dit l'inverse est aussi vrai. On peut procéder aussi peut-être à des réflexions au niveau hormonal chez les oiseaux, mais pareil, il n'y a pas d'explications qui sont arrêtées pour l'instant. Mais voilà, c'est une étude qui est très intéressante, qui complète une autre étude de 2012 ou 2013 qui parlait cette fois-ci de tornades. Donc ce sont des phénomènes beaucoup plus localisés que les ouragans, qui sont Mhm. bien plus faciles à prévoir. Mais on reste toujours dans cette optique eh bien, de essayer de comprendre comment les oiseaux font pour prévoir justement les périodes d'ouragans violentes et les périodes où au contraire les ouragans sont moins nombreux et moins violents. D'accord. Bah, c'est intéressant ça. Est-ce que ce serait pas une histoire de pression atmosphérique qui serait capable de comprendre aussi parce que bon. C'est possible, pour les tornades ça marche par des infrasons on suppose, donc les oiseaux seraient Ouais. capables d'entendre les nuages et en fonction des infrasons qui sont émises, bah, on a effectivement des phénomènes qui sont plus ou moins violents. Donc ça D'accord. peut également être ça. Le problème c'est que bah, la période où les oiseaux vont nidifier, il n'y a aucun indicateur qui permet de déterminer la violence des ouragans.
Voilà. Oui, On vu ne que sait c'est plus pas, tard. au mois de mai, je suis incapable de dire, par exemple, cette année, il va y avoir un ouragan de catégorie 4 en Floride, j'en sais rien, je ne sais pas. Ça se trouve, je suis devin, je ne sais pas. Mais moi, je ne suis pas capable de le prévoir. Des modèles météo sont capables de le prévoir, mais pas de le prévoir aussi précisément que ça. Donc voilà, c'est toujours un peu compliqué, mais ça peut être plein de choses. Et j'en parlais justement à mes élèves. Il y a toute une information, toute une série d'études sur les oiseaux et le lien avec leur météo qui est Hmm. particulièrement intéressant à étudier et qui nous permettrait peut-être de prévoir des phénomènes peut-être sur de grandes échelles. Voilà, Oui, ce serait intéressant de savoir comment eux ils font pour que nous on puisse mm, appliquer la même technique pour après pouvoir prévoir plus absolument. facilement les catastrophes. Parce que ça, ce serait quand même d'utilité publique. On parle des tornades, on sait que les tornades émettent des infrasons, tornades de phénomènes très localisés pour le coup. Oui. Donc si les tornades émettent des infrasons et que les oiseaux sont capables de les entendre et que on arrive à anticiper le déplacement d'un oiseau en fonction, eh bien peut-être tout simplement d'une situation météo dangereuse, on peut peut-être anticiper l'arrivée d'une tornade peut-être plusieurs minutes, voire dizaines de minutes avant que celle-ci ne se produise. Parce que le problème des tornades, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de faire, on est capable de prévoir de manière à peu près théorique ce qui peut se passer. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas prévoir une tornade si elle va avoir lieu. C'est-à-dire que on peut dire attention, cet orage va potentiellement donner une tornade, ce qu'on appelle un tornado warning, mais Mhm. on ne va pas spécialement dire aux gens attention, il y a une tornade dans 8 minutes, réfugiez-vous. On est incapable de le prévoir. Est-ce que les oiseaux sont capables de le prévoir? Ça, ce serait une réflexion particulièrement intéressante. Et pour la petite anecdote, si je peux me permettre, Mhm. c'est un truc, si j'avais eu l'occasion de poursuivre mes études, c'est un truc que j'aurais voulu faire comme étude. Savoir si effectivement, les oiseaux entendent les infrasons et s'ils les entendent avec précision, est-ce qu'ils sont capables de prévoir des phénomènes aussi violents que les tornades. Voilà. Ce serait vachement pratique, ça. Du coup, on pourrait avoir en plus, mettons, comme équipement dans une maison lambda, un oiseau pour prévenir de la tornade. En plus Ça du peut, ça frigo et peut. du four. Ça coûterait moins cher que des abris anti-tornades et autres. Ça peut totalement. Ça Bon, peut bah, totalement. Mais il y a énormément de choses encore à découvrir, je pense, sur le lien entre les oiseaux et la météo que les oiseaux peuvent entretenir. Et des fois, il y a des contre-exemples. Par exemple, un orage de grêle qui avait eu lieu au Canada où tous les oiseaux avaient été massacrés par une violente tempête de grêle, oui, c'est vrai. alors que on sait que les oiseaux sont capables, par exemple, de suivre la trajectoire de l'œil des cyclones pour éviter justement d'être pris dans les vents violents, quoi. Donc voilà, c'est plein de réflexions encore une fois, et ça dépend sans doute aussi de chaque individu, d'une certaine manière, de chaque espèce en tout cas. Donc c'est des études qu'il faut faire sur 10, 100 espèces pour savoir si telle ou telle espèce est capable de prévoir tel ou tel phénomène. Mhm. Ce qui est long et on sera mort. Oui, mais Voilà, bon, faut pas dire ça. Si ça se trouve, après tout, la science avance vite. Hein. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a peut-être encore un peu de C'est- temps devant nous, qui sait. Non, mais c'est très intéressant. Merci. Bah ouais, c'est sur ça qu'on va se quitter. On va quand même se quitter sur autre chose que le cannibalisme, hein, quand même. J'aimais bien mon histoire, moi je la trouvais Tout, chouette. tout de suite les grands mots, la cannibalisme. Bah, Ah là je là. sais pas, tu veux appeler ça comment, toi parce que là, dans l'article, il proposait que c'était un garde-manger, du coup... Garde-manger, moi j'appelle ça. Garde-manger, c'est plus pour les pigrièches, non? non, Plus. parce qu'il disait... alors, le terme exact, c'était l'ardoir, je crois. Parce que l'ardoir, du coup, après, j'ai pas utilisé les termes techniques, mais en gros, c'est le phénomène qui est utilisé aussi par certains requins, donc certains poissons, pareil, pour Ouais. avoir plus de petits pour nourrir les autres. Absolument. Voilà. Effectivement. Et donc les lardoirs qui sont utilisés par les pigrièches. Et pour la petite histoire, les lardoirs peuvent être abandonnés par les pigrièches si jamais les proies ne sont plus propres à la consommation. Oh. C'est un truc que j'avais lu dans une revue bibliographique qui était très complète sur le sujet de la pigrièche écorcheur. Ah, Et c'est pas mal, qu'il faut que je retrouve d'ailleurs. On avait fait un épisode d'ailleurs sur la pigrièche avec Victor, si jamais vous voulez le revoir.
On avait eu l'occasion de discuter avec Denis Ray qui est d'ailleurs toujours membre de la LPO Héros. On avait discuté de la pie-grièche ensemble, c'était très intéressant si vous voulez en savoir plus sur cet oiseau. Et qui sait, peut-être qu'on parlera de cannibalisme chez la pie-grièche dans un prochain épisode du Courrier de la Sterne. En attendant, merci beaucoup Sophie pour cet épisode. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, tout va bien. On te retrouve sur Entracte Science aux côtés de Julien. On te retrouve sur Twitter @leplumeux. On te retrouve sur Twitch également pour parler d'oiseaux, mais pas que lorsque tu as le temps. Et nous, chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et si vous voulez réécouter les précédents, ça se passe sur YouTube et ça se passe sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et toutes les autres. Merci à tous et à toutes et à la semaine prochaine. À plus.